chez mes parents, être une femme, c'était pas rien, mais c'était pas grand-chose. La douceur de sa voix n'a d'égal que la puissance de sa détermination à vivre libre. Je ne serai jamais celle que vous voulez être. Je ne suis pas un pantin, je ne suis pas une poupée, je ne suis pas un objet. Voici l'histoire d'une petite fille née en Turquie et qui arrive en France à l'âge de 1 an. Le chemin douloureux de la petite Chidem, devenue Claire Koch, une femme française et une journaliste libre. Ce que la France et l'école, la République m'a appris, c'était le travail. Je suis une amoureuse, une grande amoureuse de la France. Cette liberté, Claire est allée la chercher toute seule, le courage en bandoulière, malgré le rejet de sa propre famille et les nombreuses menaces. C'est l'histoire de l'émancipation d'une femme. Embrasser et porter haut et fort les valeurs de la République française, tel est le témoignage puissant de Claire Koch pour Entre vous et moi. Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux sur Entre vous et moi et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de découvrir nos podcasts également sur vos plateformes préférées. Mais tout de suite notre nouvelle invitée. Bonjour Claire. Bonjour Dominique. Claire Koch, on dit aussi coach, oui. On verra pourquoi. Vous invitez, t'inviter, parce qu'on s'est déjà dit tu. Oui. Donc je crois qu'on va rester sur le tu. Oui, je pense. T'inviter, je l'ai écrit, est un acte de foi. Non pas la foi au sens religieux du terme, même si évidemment on va le découvrir, la foi fait partie intégrante de ta vie, de ton âme, de ton cœur. Un acte de foi parce que cette volonté de liberté à tout prix, de parler sans censure, d'être cette femme aujourd'hui qui s'assume. Ça résonne comment ? Ça me touche tout particulièrement. C'est vrai que c'était un accomplissement pour moi. Tout ce chemin, je vais parler de manière très, très générale pour moi dans ma vie. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Je ne dis pas que je suis un modèle à suivre ou ce que je dis vaut pour vérité absolue. Le mot liberté, pour moi, il est très important parce que j'en ai manqué terriblement. J'ai la sensation qu'on perd le sens vrai, véritable de ce mot, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'être accepté comme on est et de pouvoir avancer, s'épanouir dans la vie. Oui, c'est une notion pour moi sacrée, très importante. Et quel bonheur de t'accueillir ici, en toute liberté, parce que dans cette bulle d'entre vous et moi, on souhaite inviter justement des personnes libres de vivre, d'aimer, de penser. Merci beaucoup Dominique. Claire, tu es journaliste reporter, tu es également écrivain. Claire, le prénom de la honte, qui est ton premier livre, et celui qui vient de sortir le jour où je me suis convertie. Beau programme. Claire, ça n'est pas ton prénom de naissance. Avant, c'était Chidem. Chidem. Ça veut dire crocus. En turc. En turc, oui. Crocus. Oui. Et ton nom de famille se prononçait Koch. Oui. Coach, ça veut dire bélier, l'animal, le bélier. Donc un crocus bélier. Ça veut dire aussi quelqu'un de courageux. On peut aussi dire, c'est un sacré coach celui-là. Ça te va bien ? Ah oui, quand j'ai compris le sens, oui, je sais, oui, en toute humilité. Née en Turquie, Claire, en Anatolie, à Mazgirt. Mazgirt. Oui, c'est un petit village, au fin fond de l'Anatolie, oui. Et tu es arrivée en France à 1 an, en 84. Oui. Donc 1 an après ta naissance. Ta maman faisait quoi ? Ma maman s'est occupée de nous, tout d'abord, quand on était petits. On était 3 enfants. Et puis elle était femme de ménage. Et papa ? Papa maçon. Tu t'installes à Rennes ? Oui. Puis à Strasbourg en 95. Et évidemment, je passe un peu rapidement. C'est en 95, comme tu en parles, que se passe ton coming out identitaire. Ça veut dire quoi ? J'ai utilisé cette expression dans mon livre parce que j'avais la sensation que dire qu'on se sent français ou qu'on aime la France, c'était mal. Comme si c'était honteux. Et en fait, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si j'étais française ou pas.
parce que ça allait de soi, j'étais française. Mais j'ai compris en fait au fur et à mesure que j'avançais en âge, à l'école, etc., qu'on me faisait ce que j'appelle une assignation à résidence identitaire perpétuelle. On me rappelait tout le temps à mes origines, comme si il fallait absolument pas que je sois considérée ou vue comme une Française. Alors certes, je n'avais pas encore la nationalité française, et je me suis dit, mais c'est terrible en fait, je suis pas française, mais il faut que je remédie à ça très très vite. Et oui, c'est un coming out identitaire parce que je pensais que c'était essentiel, important de l'écrire et de dire que il est possible, il existe en France des enfants, évidemment sans faire de généralité, des enfants qui vivent, qui sont élevés comme des étrangers en France, qui ne connaissent pas la culture française. Moi, j'ai découvert donc la culture française à partir du moment où je suis allée au lycée. Je devais prendre un bus et tous les matins, quand je prenais ce bus et que je passais devant les maisons, les appartements, les maisons, les immeubles de la rue, je regardais comment c'était à l'intérieur. Au feu rouge, quand le bus s'arrêtait, je regardais comme ça, collé à la fenêtre, comment c'était à l'intérieur des maisons des Français, parce que je ne savais pas ce que c'était une maison française, une cuisine française, ce qu'on regarde à la télévision quand on est d'origine française. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on ne voulait pas s'ouvrir à cette culture-là, ou est-ce qu'on avait peur de perdre une identité? C'était quoi en fait? Alors en fait, à la maison, on regardait la télévision française, on regardait les programmes de télévision. Le soir, il y avait Delon, Belmondo à la maison quand on dînait devant à la télévision. Hein. Je me souviens que Michel Drucker, ma mère, pensait qu'il était turc, qu'il ressemblait à son frère. C'était rigolo. Et donc, il commençait à s'intégrer. Et puis, même, il y avait un peu d'assimilation. Et encore une fois, ces mots-là, pour moi, ne sont pas du tout connotés politiquement. Et ce n'est que mon avis à moi qui n'engage que moi. Mais pour moi, même l'assimilation, c'est le contraire du racisme. C'est dire, vous pouvez venir de n'importe où. Et en venant de n'importe où, eh bien, on vous permet de devenir français. Mais c'est fantastique. Quel merveilleux cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, pour peu qu'on aime la France, qu'on s'y intéresse. Je pense que, en plus, c'est pas un hasard si je suis devenue journaliste. Moi, j'avais besoin de comprendre la France aussi. Et je me disais, c'est fantastique. Je raconte la vie de ces gens-là, j'apprends, je découvre. Et plus je découvrais, plus ça me passionnait. Et plus je m'ancrais, je m'enracinais. Je me disais, voilà, j'appartiens à cette culture, j'appartiens à ce monde, j'appartiens à ce pays, en fait. Donc, au départ, ta famille, tes parents étaient ouverts. Oui, ils étaient ouverts. Et je situe le basculement au moment de l'arrivée de l'antenne parabolique. Quand l'antenne est arrivée, Belmondo, Delon, Drucker, Foucault, tout ça c'était fini. On a commencé à vivre à l'heure turque, avec des programmes de télévision turcs. Les conséquences que cela a, c'est que, en fait, quand moi j'allais à l'école, quand je sortais de chez mes parents, j'étais en France, et quand je rentrais chez mes parents, c'était la Turquie. Alors, qu'ils veuillent prendre des nouvelles de leur pays d'origine, évidemment que personne ne peut dire quoi que ce soit, enfin, je ne critique pas ça. En revanche, ce qui était difficile pour moi en tant que fille, c'est que leur comportement changeait, qu'ils avaient un regard différent sur moi, j'avais pas les mêmes libertés que mes frères, et puis les programmes de télévision qu'ils regardaient n'étaient pas toujours valorisants pour la femme. Et le monde, la société dans laquelle ils vivent et où la femme est totalement différente, la femme française, elle est libre, elle est émancipée, elle est libre. Moi, cette image de la femme française, elle me faisait rêver. Mais chez moi, à l'intérieur de ma famille, je ne pouvais pas rêver d'être cette femme-là. Donc, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, oui, j'étais devenue le mouton noir de la famille. Et est-ce que c'est cette dichotomie, c'est-à-dire tu n'es pas celle que tu souhaites être à la maison et tu n'es pas pleinement celle que tu rêves d'être à l'extérieur, qui te pousse à un moment donné à te dire je dois changer, faire changer quelque chose et faire changer mon nom aussi, mon statut. C'était plus fort que moi, je sais pas, c'était ma nature. Je me disais, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre en n'ayant pas les mêmes droits que mes frères. Mes frères avaient le droit de rêver. J'avais un frère qui, lui, avait pu aller dans le sud de la France, dans un centre d'entraînement pour des futurs grands footballeurs. Il rêvait d'être Zidane. Lui, il avait le droit. Moi,
J'avais pas le droit de faire de gymnastique. Parce qu'attention, les filles en juste au corps, voilà, c'est une fille, elle n'a pas à porter des vêtements trop près du corps, trop moulants. J'avais pas trop le droit de parler. Parler, c'était mal vu, c'était mal élevé. Aux yeux de mes proches, j'avais l'image d'une dévergondée, quoi, hein, de trop parler. Mais je ne pouvais pas partir comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que, en fait, dans ma famille, avoir 18 ans, ça ne voulait rien dire. C'est parce qu'on avait 18 ans qu'on pouvait quitter la maison. Et en fait, j'avais une copine et on s'était fait une promesse. On s'était dit, on va obtenir notre bac, on va aller à la fac. Non pas pour étudier, bien sûr pour étudier, mais c'était optionnel. C'était si ça marche, tant mieux. C'était la survie d'abord. Absolument. On va trouver un mari. On va trouver notre mari à la fac parce qu'en rencontrant quelqu'un qui a fait des études, on pensait qu'on allait être avec quelqu'un de tolérant, d'ouvert, d'intelligent. Donc j'ai rencontré mon premier petit copain à la fac. Il cochait les bonnes cases pour mes parents, c'était le hasard, et peut-être pas tant que ça, je ne sais pas, mais il était aussi de confession alévi comme mes parents, d'origine turque comme mes parents. Mais tu l'avais choisi. Je l'avais choisi, mais le temps avançant, je me disais, est-ce que vraiment j'ai si envie que ça de me marier? Est-ce que finalement c'est la bonne décision? Est-ce que la fac c'est pas mal? Et à ce moment-là, je rencontre un autre étudiant qui était ami de mon de mon petit copain, qui me disait qu'il préparait les concours de journalisme. Et là, je me dis, quoi, il y a une école? Pour être journaliste, il faut faire une école. Ça existe, mais c'est où? C'était au fond du campus. Et là, tout bascule dans ma tête. Et au bout d'un mois, ça me travaille, au bout d'un mois de relation avec ce premier petit copain, je me dis quand même, je ne peux pas cacher ça à mes parents. J'avais peur que certains nous voient sur le campus de la fac, main dans la main, comme si c'était quelque chose de très, très grave. Et j'étais une enfant très docile. Je faisais tout ce que mes parents me disaient. Je ne remettais rarement en cause leurs décisions. Je leur ai dit au bout d'un mois, un bon enfant, qu'ils voulaient que je sois. Ils ont exigé qu'on se marie. Donc, c'est en cela que je dis que c'est un mariage forcé, parce que les mariages forcés, c'est pas forcément qu'on a choisi pour vous un mari. C'est aussi quand on t'oblige à épouser ton petit copain. Et donc, c'était l'ultimatum. C'était lui ou ma famille. Donc, il fallait que soit je me marie avec lui, soit qu'on se sépare et que j'arrête notre relation à ce moment-là. Donc, j'avais 19 ans. Mais voilà, on s'est mariés parce que c'était plus possible, quoi. J'étais tous les jours pressée, forcée. Est-ce que tu sens que ce premier mariage forcé a débloqué, décadenassé un verrou que tu n'allais plus jamais refermer? D'abord, j'ai la sensation d'avoir pris 10 ans dans la figure, parce que ça a été très compliqué. Mais quand je repense à cette histoire, je pense aussi à Marjane Satrapi dans Persépolis. Elle avait une phrase que lui dit sa grand-mère, lui dit « Un premier mariage, c'est un brouillon pour le deuxième ». Je suis totalement d'accord avec ça, parce que je me suis mariée vraiment, un vrai mariage, à la mairie, mon premier mariage, 10 ans après. Quand tu deviens Claire, qui veut dire éclatant, brillant, intrépide aussi, et que tu deviens donc française en 2008 parce que tu décides de te faire naturaliser, tu as 25 ans, ta maman te regarde et te dit « Claire, c'est le prénom de la honte ». Claire, ça veut dire quoi en turc? Alors dans leur dialecte, à mes parents, c'est « Claire » et ça veut dire « sale, saleté ». Voilà ce qu'elle me dit. Alors que toi, tu l'avais choisi? Moi, je l'avais choisi parce que je trouvais qu'il était d'une élégance intemporelle. Peut-être que je pense sincèrement, comme j'ai grandi avec la télé, j'ai grandi avec Claire Chazal, avec le 20h de Claire Chazal, je pense qu'inconsciemment, j'ai choisi son prénom, la journaliste française, intelligente, indépendante, intellectuelle par excellence, l'image que j'avais et à qui je voulais ressembler. Comment expliques-tu que cette petite fille-là se soit à ce point rebellée? Comment tu expliques qu'aussi jeune que ça, tu es devenue Claire?
Quand je suis revenue à l'âge de 25 ans avec ma carte d'identité française, après ma cérémonie de naturalisation, que j'ai brandi cette carte à mes parents en disant « Regardez, je suis française », c'est écrit noir sur blanc sur ce papier. Pour moi, c'était tellement important. Et j'ai même changé de prénom, pas parce que je reniais mon identité, mais j'ai découvert en fait qu'au moment de la demande, on peut aussi, pourquoi pas, avoir un prénom, opter pour un prénom français. J'étais tellement heureuse de dire oh, en plus je peux avoir un nouveau prénom, c'est génial. Eh bien, ça a suscité un tel froid, un tel rejet chez mes parents, dans les yeux surtout de mes parents. Je me suis dit, mais en fait, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Il faut m'accepter comme je suis, en fait. Je ne serai jamais celle que vous voulez être. Je ne suis pas un pantin, je ne suis pas une poupée, je ne suis pas un objet. J'ai compris que chez mes parents, être une femme, c'était pas rien, mais c'était pas grand-chose. Plus d'une fois, mon père disait « Toi, tu es une fille, tu n'auras pas d'argent de poche. » Pourquoi ? Parce que tu es une fille. J'ai cette image qui me revient très souvent. Je ne sais pas quel âge j'avais, j'étais en primaire. C'était à Rennes. Et dans ma chambre, il y avait une fenêtre très, très, très étroite comme ça, qui donnait sur la cour extérieure de notre immeuble. Et je me souviens que c'était un matin. Et il y avait déjà toutes mes copines de la cité qui jouaient en bas. Je me suis dit, mais comment elles font ? Comment elles ont fait pour finir tout le ménage et jouer dehors ? J'avais rien fini encore. Franchement, j'en ai les larmes aux yeux chaque fois que j'en parle parce que c'était tellement injuste. Je pense que c'était une cumulation de tout ça et j'ai dit stop en fait, parce que je ne fais rien de mal. C'est quoi un bon parent ? C'est un parent qui fait au mieux. Normalement, ça devrait être ça, un parent qui fait au mieux. Eh bien, vous devriez m'accompagner dans mes choix de vie, dans mes envies artistiques, sportives, dans mes rêves. Je n'avais pas le droit de rêver. C'est ça qui était terrible en fait. Moi, j'adorais le théâtre quand j'étais petite et un jour, notre prof de théâtre nous a emmenés au Conservatoire national de Rennes pour qu'on puisse tester les planches et qu'on s'inscrive. Mes parents ont dit non. Non, parce qu'ils préféraient acheter l'antenne parabolique. Et je me souviens de ce prof qui avait dit mais c'est fou, c'est le même prix, mais ils préfèrent acheter une antenne parabolique que de vous faire découvrir du théâtre. Toi, tu es claire, mais tu as du sang turc, tu as cette richesse-là, et en même temps, tu es française, et tu vis et tu as adopté cette richesse française. Comment expliques-tu que tes parents, eux, ne puissent pas concilier ces deux choses-là ? Je me fais penser à la phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Moi, cette formule, cette phrase intense, elle me parle vraiment. Je ne sais pas ce qui a fait que j'ai été sauvée et que je suis une amoureuse, une grande amoureuse de la France, de son histoire, de son patrimoine, de sa culture, de sa langue. Je ne sais pas. Peut-être que le fait d'avoir été élevée comme une étrangère en France, ça m'a permis d'admirer les belles choses de la France chaque fois que je sortais de chez moi. J'étais curieuse de tout, des murs, mais même les murs racontent quelque chose en France. J'étais émerveillée par tout ce qui m'entourait de la France. Et je pense que mes parents étaient très mal entourés de personnes qui souvent étaient des militants associatifs, parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire 24 heures sur 24 à mes parents que la France était raciste, qu'on les avait mal accueillis. Mes parents venaient d'un village anatolien où le sol était en terre battue. Ils arrivent en France dans un HLM avec de la lumière, de l'eau chaude, des chambres pour les enfants. Comment on peut faire croire à des personnes qui arrivent en France qu'on les accueille mal ? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Je ne comprenais pas ces discours-là. Et puis, il faut le dire, dans la cité dans laquelle j'ai grandi, chaque fois qu'une famille partait, elle était remplacée par une nouvelle qui avait les mêmes origines. Et mes parents, forcément, quand ils ont des voisins ou des amis turcs, ils parlaient turc, c'était plus facile de se comprendre en turc qu'en français. Il n'y a pas qu'une seule raison en fait. Panel. Voilà, Tout absolument. De raisons. Il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs choses en fait qui s'additionnent, voilà, qui font qu'on en est arrivé là. C'est pas parce que mes parents étaient turcs que forcément j'étais turque, parce que je ne rejette pas, mais je connais pas la Turquie. Moi, je connais le village de mes parents. Donc moi, j'étais française. En fait, je ne m'étais pas posé une seule fois la question avant, jusqu'à ce que mon entourage, mais aussi des amis d'origine française. Ça, c'est encore plus étonnant.
des amis d'origine française qui me disaient enfin, oui, enfin, t'es d'origine turque quand même, tu vas pas renier tes origines. Comme si j'avais remis en question cette question des origines. Voilà, pour moi, il y avait une sorte d'originite aiguë. Chacun recherchait son milligramme de sang étranger, surtout pour ne surtout pas dire que on était français, comme si c'était mal, quoi. Comme si c'était mal d'être français. C'est terrifiant. Et moi, je disais à mes parents, euh, si la France ne vous convient pas, mais vous pouvez rentrer en Turquie, on vous aidera financièrement. Moi, je vous aiderai financièrement. Et là, pardon, mais ça me faisait sourire leur réaction, parce qu'ils me disaient, tu parles comme Martine Le Pen. Et là, je me disais, c'est Martine chez les Turcs. Pardon, mais je ne sais plus, on ne va pas s'en sortir en fait, parce que voilà, on ne se comprenait pas, quoi. J'étais leur enfant, c'était terrible à vivre, ça. Il y a aussi le fait de prononcer des paroles qui tout de suite sont rapportées à la politique. Tu ne peux pas dire des choses sans que ce soit soit facho, soit au contraire d'extrême gauche. Dire les choses, c'est simplement les ressentir au fond de soi. En quoi toi, aujourd'hui, tu estimes que ça, c'est pas du tout du racisme? Ouais. C'est juste du bon sens, en fait. Si on est mal quelque part, eh bien, si on se sent mal quelque part, on va vers un meilleur horizon. Moi, si je m'étais sentie turque sur tous les pans de ma vie, mais je serais allée vivre en Turquie. Je veux dire, c'est juste une question de logique. Je vois pas ce que le racisme peut venir faire là-dedans. En fait, moi, je pensais, je le disais avec beaucoup de bienveillance à mes parents. Moi, je pensais au bonheur de mes parents. Mon bonheur dépendait du leur. Si mes parents allaient bien, ben, je sais que avec moi, ils seraient différents. Ils n'ont jamais voulu apprendre la langue? Non. Ils parlaient très, 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 très mal. Très, très mal. Je me souviens d'avoir accompagné... c'était mon père à un entretien d'embauche. Mais voilà, je répondais parce que je voulais bien faire. L'enfer est pavé de bonnes intentions aussi. Voulant bien faire, en fait, j'ai passé l'entretien à sa place. Je voulais bien répondre, je voulais que le patron l'embauche. Et à la fin, il m'a dit, mais monsieur, je passe pas l'entretien avec votre fille. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, ça va être compliqué, quoi. C'est ça l'intégration? Pour moi, l'intégration, c'est pour les personnes qui ne veulent pas s'installer à long terme. Ça n'engage que moi. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un avis politique ou quoi que ce soit. C'est terrible de devoir justifier à chaque fois parce que on a peur d'être accusé de ceci ou de cela. Et voilà, ça aussi, c'est la liberté, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois. L'intégration, en plus, pour moi, c'est la porte ouverte au communautarisme. Moi, c'est comme ça que je vois quand on refuse de parler d'assimilation. Et l'assimilation, c'est se fondre dans la masse. Ça ne veut pas dire renier ses origines, effacer ce que l'on est, ses racines, ça, pas du tout. C'est ajouter une identité à celle qu'on a. En plus de son histoire, ajouter... Exactement, c'est comme ça que je vois ma vie. Je suis maman, j'étais une fille, je suis devenue maman, je suis une épouse, je suis journaliste, je suis auteure. Tout ça, ça s'additionne en fait. Riche de la Turquie, oui. Riche de la France. Je ne pense pas à mes origines 24 heures sur 24, je n'ai pas mes origines en bandoulière. Je ne dis pas par exemple que le racisme ou les discriminations n'existent pas, je ne dis pas ça, ça existe, mais tout n'est pas du racisme. Ça, on oublie de le dire en fait. Les choses sont complexes aussi, des fois. Donc c'est important aussi, je pense, de bien dissocier l'origine et l'identité. Je brise l'omerta parce que je ne courberai plus l'échine. Un parallèle qui m'évoque la situation des femmes iraniennes qui, elles, à l'inverse, sont en quête de liberté dans leur propre pays et au péril de leur vie. Toi, j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait en France et on te le reproche. Ah oui, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de me faire. Quelque part, j'ai le sentiment que c'était... Ma circonstance aggravante était le fait que je sois une femme au sein de ma famille. Pour moi, ce livre, c'est l'histoire de l'émancipation d'une femme qui explique comment elle a fait en sorte, dans le respect, toujours, jamais dans l'insulte, jamais dans le fracas, mais comment elle a fait pour se faire accepter. C'est terrible de se dire qu'il faut que tes parents t'acceptent comme tu es. C'est terrible.
Malheureusement, j'ai été reniée par ma famille et je l'ai écrit comme un pont. Mais mon père est décédé 10 jours avant la parution du livre. Et j'aurais aimé qu'il se dise « Ah ouais, je suis passée à côté de tout ça. En fait, ma fille, elle était gentille. Pardon. Ma fille, elle ne nous a jamais fait honte. Elle n'a jamais fait rien de mal. En fait, elle cherchait son bonheur et sa liberté. » À quel moment tes parents t'ont-ils fermé la porte et t'ont donc renié? Ils m'ont renié, fermé la porte de manière assez violente le jour où je leur ai annoncé que j'avais rencontré l'homme de ma vie. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon père. J'étais toujours une bonne enfant, toujours. J'ai encore appelé pour le prévenir. J'ai dit voilà, j'ai quelque chose de très important à te dire, papa. Je crois que j'ai rencontré l'homme de ma vie. On va se marier. Je voudrais te le présenter. Et là, il me dit, il est français? J'ai dit bah oui. Mais tu sais, papa, moi aussi, je suis française. Il dit non, mais un vrai français. Tu sais de quoi je parle? Bon, j'ai compris qu'il voulait dire un français d'origine, quoi. J'ai dit oui, bah oui, il est français, oui. Et il m'a insulté de tous les noms. Il m'a dit que j'étais pardon l'expression, mais j'étais une pute. Et que je n'avais plus de famille, qu'il fallait plus jamais que je le rappelle. Et donc il m'a raccroché au nez. Tu avais quel âge? J'avais 32 ans. C'est terrible, hein? Comment tu expliques que Claire ne se soit pas effondrée, n'ait pas eu peur de devenir orpheline, en un sens? Comment tu expliques ce chemin-là? Ce que la France et l'école, la République m'a appris, c'était le travail. Moi, j'estime que c'est une belle victoire de là où je viens, où je suis là aujourd'hui. C'est une très belle victoire sur mon parcours, je trouve. Et je le dis en toute modestie et en toute humilité. Et je le dis d'autant plus que je veux aussi donner de l'espoir à ceux qui ont le même parcours que moi, ou peut-être qui ont vécu les mêmes choses, de leur dire en fait, à partir du moment où vous vous accrochez et que vous travaillez, vous donnez les moyens, eh bien c'est possible en fait. Et on parle toujours du rêve américain, mais le rêve français, il existe. C'est même pas un rêve, il existe. Moi, la fille de bergers anatoliens qui sont venus en France comme femme de ménage et maçon, je suis devenue journaliste. Pourquoi cette phrase de ta grand-mère à ta naissance qui dit à ta maman qui vient d'accoucher « Jette-la dans la poubelle, elle est trop petite, elle ne survivra pas ». Tu apprends cette phrase quand tu as 7 ans. Pourquoi cette image de la femme? La femme n'est pas rien, mais elle n'est pas grand-chose. Ça peut changer? Dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui sont totalement différentes, à l'opposé les unes des autres. Je sais que j'ai d'autres cousines qui n'ont pas vécu ça. En Allemagne notamment, j'ai une partie de ma famille là-bas, elles ne vivent pas comme ça. Je pense que c'est l'individu lui-même, je ne sais pas, est-ce que c'est l'environnement? Cette jeune génération qui est en train d'entrer à la fac, je pense ou au lycée, celle qui est au lycée, je pense que cette génération est différente. Tu es optimiste? Oui, je suis optimiste. Ah oui. Je pense que c'est peut-être mon côté oriental, je ne sais pas, mais oui, je suis optimiste. C'est pas facile, mais tout est surmontable. Claire se marie le 14 juillet 2017. Ouais. Si ça, c'est pas un signe. C'est à la fois une nouvelle famille que tu choisis et une autre qui t'abandonne. Baptisée à 36 ans, parce que non seulement tu t'es mariée avec un Français qui n'est pas musulman, et qu'en plus, toi, la petite fille turque, musulmane de naissance, décide d'embrasser la religion catholique. Pourquoi changer aussi de religion? Pour moi, c'était un accomplissement dans ma vision personnelle de mon parcours. Je voulais devenir française et pour être accomplie totalement, je voulais aussi être catholique. J'ai mis 30 ans pour franchir le pas. Et en fait, c'est le mystère de la foi, c'est extraordinaire. J'avais 6 ans quand je suis entrée par hasard à la sortie du CP, en sortant de l'école. J'ai vu cette église avec ses portes grandes ouvertes et je suis entrée tout naturellement.
Et là, j'ai fait quelques pas, je lève les yeux, et là, je croise le regard de la Vierge Marie avec son enfant, avec Jésus dans les bras. C'est pour ça que je dis que c'est le mystère de la foi. Il s'est passé quelque chose, un coup de foudre spirituellement. Elle m'a transpercé le cœur, la Vierge Marie. Elle m'a jamais quittée depuis ce jour-là. Et je sentais quelque chose d'apaisant, de la chaleur qui me manquait, moi, l'amour qui me manquait. De ta maman aussi. Peut-être. Oui, il y avait cette image de la mère, bien sûr, dans la Vierge Marie. Et je me souviens même, alors j'ai reçu le baptême parce que je me suis sentie prête au moment de la naissance de mon enfant. Quand j'ai voulu le faire baptiser, je voulais qu'il soit baptisé. Et je me suis dit, ce qui serait encore plus merveilleux, c'est de me faire baptiser avec lui en même temps. Et ça s'est passé aux Seychelles. Ah oui, c'était juste avant le Covid, mais vraiment quelques jours avant. On part en vacances aux Seychelles. Et on passait régulièrement devant une paroisse en vacances. Et je demande au curé s'il peut me baptiser avant qu'on rentre. Et il me dit oui, bien sûr. Et alors, où est l'enfant? J'ai dit, c'est moi. Et là, il me dit, venez mon enfant. Et là, c'était magnifique. Magnifique. C'est un souvenir incroyable. Tu écris « Je vis dans une France où vouloir devenir chrétienne est regardé comme absurde, fasciste, intégriste. » Oui, parce que les premières réactions que j'ai reçues, c'était des réactions de rejet, quoi. Quoi? Catholique? Mais quelle idée? Comme si c'était une idée, quoi. C'est terrible dans cette société qui se dit moderne et ouverte et qui prône tout le temps la tolérance. En fait, quand vous n'entrez pas dans les normes de croyance, le bouddhisme, le chamanisme, l'ésotérisme, la sorcellerie 2.0, en fait, vous êtes vu comme au mieux une illuminée. Ça aussi, j'ai eu ça comme remarque. On m'a dit, ah, tu es ravie de la crèche, c'est sympa. Hein. C'est très condescendant. Ou alors, on est vu comme intégriste, quoi. Il n'y a pas de juste milieu. Là, la tolérance, elle n'existe pas. Le pas d'amalgame, ça n'existe pas. Il faut être à la mode ou pas? Ah oui, c'est plus simple. Être à contre-courant, c'est très dur. C'est très, très dur. Tu parlais tout à l'heure d'être rebelle. Oui, je me sens comme une rebelle. Je me sens comme une rebelle parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, dans la vulgate actuelle, aimer, être doux, bienveillant, tout ça c'est disruptif. C'est ça être disruptif. Vouloir se marier, c'est disruptif. Vouloir un enfant, aujourd'hui c'est disruptif. Vouloir fonder un foyer, c'est disruptif. J'entendais beaucoup de copines qui crachaient sur le fait d'avoir la maison, le chien et l'espace. Mais moi j'en rêvais. C'était aussi un rêve pour d'autres. Aujourd'hui c'est disruptif. Moi je rêvais d'un CDI, j'en rêvais tellement, je me suis battue pour avoir ça, parce que c'est aussi la liberté. Aimer son pays est disruptif. Aimer son pays est disruptif. Romain Gary a dit également le patriotisme et l'amour des siens, le nationalisme et la haine des autres. Oui, c'est profond, quoi. Pourquoi un drapeau bleu-blanc-rouge serait l'apanage de l'extrême droite? Je pense que nos politiques ont abandonné notre drapeau. Voilà. Que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Pourquoi est-ce que c'était par clientélisme? Est-ce que voilà, c'était ce désir de toujours voulant bien faire? Mais comme je vous le disais, moi, voulant bien faire, on a fait mal. On a fait mal aux gens comme moi, dans le sens où les enfants issus de l'immigration, on leur a dit oh là, attention, pas d'assimilation, pas d'intégration. Mais quoi? Il faut quoi en fait? Il faut du communautarisme pour les enfants issus de l'immigration. On n'a pas le droit d'être français. Non seulement je trouve que ça c'est xénophobe, mais en plus c'est anti-français, c'est francophobe. On m'a déjà dit à moi ouais bon tu sais, en tant que non blanche, oh, j'ai regardé ma main, je me suis dit quoi? Genre, on en est même arrivé dans des discussions à dire aux autres, à regarder la couleur du teint, mais je ne savais pas que je n'étais pas blanche. Alors je sais, hein, je suis bronzée, hein, mais de là à me dire que je ne suis pas blanche, et puis c'est quoi cette manière de s'adresser aux gens? Enfin, c'est terrifiant, on va aller jusqu'où en fait? C'est ça en fait pour moi le racisme, c'est de voir l'autre qu'à travers le prisme de ses origines ou de sa couleur de peau. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai appris de la France, et c'est pas ce que la France a donné à tous ceux qu'elle a accueillis, quoi. Aujourd'hui, qui es-tu, Claire? Aujourd'hui, je suis très fière d'être française. Je l'assume jusqu'au bout des ongles. Malgré les menaces?
malgré les menaces. Évidemment que c'est dur de recevoir des menaces de mort. Suite à la parution du livre. Du premier livre, oui, parce que j'avais dit que j'aimais la France. Donc j'ai été sous discrète protection policière. Bien sûr, je pensais à mon enfant, je pensais à ma vie, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait. J'aurais été dans un autre pays et que si j'avais fait le processus inverse, mais on m'aurait encensé, j'aurais été invitée sur tous les plateaux télé. Là j'avais l'impression en plus d'avoir un bonnet d'âne, quoi. J'étais pas assez bien pour certains de mes amis qui ne sont plus des amis, mais je l'assume plus que jamais. Avant je disais, j'avais une définition de ce qu'était qu'être français ou française. Je disais c'est aimer la France, mais aujourd'hui bien sûr, c'est important, l'amour, les preuves d'amour. Mais je crois que aujourd'hui, je vais ajouter une autre phrase. Je pense que c'est aimer la France et la défendre. Moi, j'y tiens à la France. Je ne dis pas que tout est beau et tout est rose, hein, je ne dis pas ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les belles choses de la France. Racontons d'abord les belles pages de la France. Racontons la belle histoire de la France. Et après, on peut bien évidemment raconter les pages un peu plus sombres. Mais est-ce qu'il existe un pays parfait aujourd'hui ? Est-ce qu'il existe un pays irréprochable ? Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable de toujours faire les pères la morale, de toujours acculer les Français, de toujours n'en dire que du mal. C'est même pathologique. C'est, pour moi, c'est vraiment le pire du pire d'entendre des enfants français d'origine dire autant de mal de la France. Franchement, pour moi, il y a un truc que je pige pas, quoi. Il y a un truc que je ne comprends pas. Ce qui manque à nous, Français, pour faire nation, c'est le sentiment d'appartenance à la France. Quand vous entendez des politiques ne dire que du mal de la France, que la France a mal accueilli, etc., bah, ça aide pas en fait à faire nation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder devant, je regarde pas dans le rétroviseur. Quelles sont nos valeurs communes ? Où elles sont ? Elles sont autour des valeurs universelles de la France. Voilà, ces valeurs qui, parfois, on se dit, ça n'a pas l'air d'être un acquis, on peut les perdre à tout moment, quoi. Et le pardon ? Est-ce que tu as pardonné à ton papa qui n'est plus là ? Est-ce que tu pardonnes à ta maman, à tes frères ? En fait, ils ne se sont jamais excusés, donc je ne peux pas pardonner quand on ne reconnaît pas ses torts. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de mal qui a été fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ils m'ont rendue libre. Voilà. Je suis libre, je suis super heureuse. Je suis dans le bonheur avec la famille que j'ai construite, voilà, mon mari, mon enfant. Tu aimerais leur dire quoi aujourd'hui ? Je leur souhaite beaucoup de bonheur, voilà. Mais je crois qu'on n'est pas de la même famille, quoi. On n'est pas de la même famille. Mais j'étais reniée, donc je ne vais pas ramper jusqu'à eux. Pour faire famille, il faut être plusieurs. Donc c'est pas à sens unique. Donc tant pis pour eux. Et tu lui dirais quoi à la petite Claire ? Je lui dirais, tu vas faire face à des montagnes. Tu seras face au vent. Mais tu sais t'accrocher et tu vas t'accrocher. Et ne doute jamais de ce que tu es. Ne doute jamais de ta force. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, c'est après, vraiment. Moi, j'ai compris ça de la vie. Tu te rends compte après de la force que tu as eue. Et que ça te... Enfin, si tu pleures, moi aussi je pleure. J'essayais de me... Ouais, ça te durcit le cuir, comme on dit. Hein. Mais, tu vois, aujourd'hui, je suis très sensible à la bienveillance et à la gentillesse. Alors ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment très important. Très, très important. Et je fuis toutes les personnes qui sont négatives. T'es au bon endroit. Ah oui, je sais. Ton mot préféré ? Merci. Panache. Celui que tu détestes. Pessimisme. Ton gros mot préféré ? J'en dis jamais, faut pas que mon fils, je lui montrerai pas la vidéo. Putain de merde. C'est bon ça. C'est tellement français, j'adore. Et à cette femme puissante, lumineuse, en Iran, tu leur dis quoi à ces femmes-là ? Elles sont belles. Et toi aussi. Merci infiniment. Merci. Merci à toi. Merci Dominique.
Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.